C'est une histoire de survie pas comme les autres, où l'océanographie devient la clé pour traverser un désert mortel. La mer d'Aral n'est plus, mais pour notre archéologue, les courants fantômes sont toujours là. Si vous aimez la science, la survie et les paysages impossibles, cette histoire est pour vous. Assurez-vous de donner like et de s'inscrire pour plus de récits où la connaissance est la seule boussole. Le son fut le premier indice. Un gémissement hydraulique aigu, suivi non pas d'une secousse, mais d'une décélération pâteuse, absorbante. Le moteur 6 cylindres du E-Crab, son Land Rover 130 modifié, rugit en signe de protestation, les pneus crissant non pas sur une surface dure, mais contre quelque chose qui cédait. Le docteur Élise Renaud sentit son estomac chuter. Elle coupa immédiatement les gaz. Trop tard. Le véhicule, pesant plus de 3 tonnes avec l'équipement de prospection, s'affaissa lourdement sur la gauche, un mouvement lent et nauséeux. Elle regarda par la fenêtre latérale. La croûte de sel, d'un blanc aveuglant et d'apparence si solide quelques secondes auparavant, était brisée. En dessous, ce n'était pas de la terre ferme. C'était une mélasse noire, une saumure saturée, le limon originel du fond marin qui n'avait jamais complètement séché, un piège caché sous un faux couvercle cristallin. Le crabe était pris. Il était en train de s'enfoncer. Elle était au cœur de l'Aral Quoum, le plus jeune désert du monde, né de la mort de la mer d'Aral. Pendant une semaine, elle avait longé le bord sud de ce qui avait été la fosse centrale, un paysage d'une désolation biblique, cartographiant ce qu'elle appelait l'archéologie inversée. Normalement, en tant qu'archéologue maritime, elle travaillait à des centaines de mètres sous l'eau, dans l'obscurité pressurisée. Ici, elle faisait le même travail, mais sous un soleil de plomb, l'air si sec qu'il volait l'humidité de sa peau. Sa mission était de cartographier la thanatocénose, l'assemblage de morts des navires échoués, de comprendre pourquoi ils s'étaient déposés là où ils étaient lors du retrait catastrophique des eaux. Elle avait une théorie selon laquelle leur distribution n'était pas aléatoire, mais dictée précisément par les derniers courants de fond dominants. Ironiquement, elle venait de rejoindre son sujet d'étude. Le silence, lorsque le moteur fut coupé, fut absolu. Pas un oiseau. Pas un insecte. Pas de vent. Juste le craquement occasionnel du sel sous la tension du métal qui s'enfonçait. Le soleil, un disque blanc impitoyable dans un ciel laiteux, transformait le cockpit en fournaise. La climatisation était morte avec le moteur. Elle vérifia les systèmes. Le talkie-walkie longue portée ne captait que du statique. Son téléphone satellite, posé sur le tableau de bord, cherchait un signal, en vain. L'atmosphère au-dessus de cette cuvette saline massive était notoirement capricieuse, un miroir ionosphérique perturbé. Son camp de base, une petite installation près de l'ancien port de Moinac, était à 2 jours de route au sud. Sa prochaine fenêtre de communication obligatoire était dans 48 heures. Personne ne s'inquiéterait avant cela. Elle ouvrit la portière. L'air extérieur était comme une gifle physique, à près de 50 degrés Celsius. L'odeur était écœurante, une combinaison de sel marin mort, de rouille métallique, et la puanteur chimique sous-jacente des décennies de pesticides, d'engrais et de défoliants déversés par les fleuves Amu Daria et Sir Daria, maintenant concentrés dans ce limon toxique. Le crabe avait déjà son châssis reposant sur la boue corrosive. Les pneus arrière avaient disparu. Il ne sortirait jamais de là. C'était une perte totale. Élise Renaud n'était pas une touriste. C'était une scientifique préparée aux expéditions en solitaire. Mais ceci dépassait ses scénarios d'urgence. Elle fit l'inventaire. Dans le cockpit, elle avait son sac de survie, 3 litres d'eau, des rations lyophilisées pour 5 jours, un filtre à eau de survie avancé, une trousse médicale complète, des batteries de rechange pour ses appareils, et sa tablette de terrain renforcée. Elle récupéra également une bâche thermique et sa balise épirbe. Le reste, les réservoirs d'eau supplémentaires, le matériel de GPR, radar à pénétration de sol, les échantillons eau coulés avec le navire. 3 litres d'eau. Dans cette chaleur, en marchant, cela représentait peut-être 36 heures de survie. Avant le délire, puis la mort. Elle grimpa sur le toit du rover, qui offrait un dernier point d'observation surélevé avant qu'il ne disparaisse. L'horizon était une ligne blanche et plate dans toutes les directions, seulement interrompue par des mirages thermiques, des Fata Morgana, qui faisaient flotter des lacs inexistants et déformaient la perspective. C'était l'infini blanc, un néant défini par le sel. Pour n'importe qui d'autre, ce serait une page blanche, une tombe anonyme. Mais Élise n'était pas n'importe qui. Elle était une océanographe. Elle avait passé sa carrière à lire les fonds marins.
Et elle se tenait exactement dessus. Ce n'était pas un désert. C'était une carte topographique à découvert. La première heure fut consacrée à la maîtrise de la panique. La peur était une chose physique, une constriction dans sa poitrine, une accélération de son rythme cardiaque qui gaspillait une énergie et une hydratation précieuse. Elle s'assit à l'ombre étroite projetée par la carcasse de son véhicule, força sa respiration à ralentir. Elle prit une seule gorgée d'eau, la faisant tourner dans sa bouche avant d'avaler. La survie ici n'était pas une question de force brute, mais de calcul. Elle devait cesser de voir son environnement comme un désert hostile et commencer à le lire pour ce qu'il était, son domaine d'expertise. Elle alluma sa tablette de terrain Panasonic TwoBook, protégeant l'écran de l'éblouissement aveuglant avec la bâche thermique. Les avertissements de surchauffe s'affichèrent immédiatement, mais l'appareil tenait bon. Elle ouvrit son logiciel propriétaire, PaleoAral v.4, un programme qu'elle avait mis des années à développer. Il superposait de multiples couches de données. La première couche était la base, les cartes bathymétriques soviétiques haute définition des années 1950, l'état de la mer avant l'effondrement, montrant chaque fosse, chaque crête, chaque isobate. La deuxième couche était la topographie satellitaire actuelle, précise au mètre près. La troisième, la plus cruciale, était son propre modèle de dynamique des fluides computationnels, CFD, un algorithme qui simulait les courants de fond dominants de l'Aral tels qu'ils existaient lorsque l'eau était encore présente. Le modèle tenait compte de tout, l'effet de Coriolis, qui induisait le grand gire cyclonique de l'Aral, les apports fluviaux du Syrdarya et de l'Amou Darya, et surtout, les courants de densité. L'Aral n'était pas uniforme, l'eau douce plus légère des fleuves flottait au-dessus de la masse d'eau plus ancienne, plus froide et plus salée du centre. Cela créait de véritables rivières sous-marines, des flux denses qui creusaient des chenaux dans le limon du fond. C'est ce qu'elle était venue prouver. Elle regarda sa position GPS clignotée sur la carte. Elle était échouée sur le flanc d'une ancienne crête sous-marine. Elle avait tenté de couper à travers ce que les cartes montraient comme un terrain plat, mais son véhicule avait trouvé la seule poche de sédiments non consolidés à des kilomètres à la ronde ou une fosse de boue créée par un contre-courant, un tourbillon stagnant. Elle leva les yeux de l'écran vers le paysage. L'infini blanc commença à se résoudre en données. Ce que l'œil non averti prenait pour des dunes aléatoires sculptées par le vent, elle les identifiait comme des mégarides fossilisées ou des ondulations de sable de plusieurs mètres de haut laissées par un courant de fond puissant, maintenant cimenté par le sel. Les vastes plaines de sel poudreux et fin. Des zones de dépôt, où le courant ralentissait et laissait tomber sa charge de limon. Les plaques de cristaux de halide pur, gros comme le poing et tranchants comme du verre. Des zones de fort courant, où l'eau s'écoulait si vite que seul le sel le plus lourd pouvait précipiter, le limon restant en suspension. Elle identifia, à environ 2 km à l'est, une dépression presque invisible à l'œil nu, mais évidente pour son esprit exercé. Ce n'était pas une vallée éolienne. C'était un talweg. Le lit d'un chenal sous-marin. Son modèle CFD le confirma, c'était une artère secondaire, un affluent du courant principal de la fosse centrale. Et cette artère, pensa TL, devait être une autoroute. Les marins, tout comme l'eau, suivent le chemin de la moindre résistance. Lorsque le niveau de la mer a commencé à baisser de façon dramatique, les capitaines désespérés cherchant à atteindre le port, ou simplement à rester à flot, auraient instinctivement suivi les eaux les plus profondes. Ils auraient suivi ces chenaux. Ces chenaux devaient être jonchés d'épaves. Une épave n'était pas seulement une donnée archéologique. C'était une structure. Une structure offrait de l'ombre. Et surtout, une grande masse de métal dans un désert avec des variations de température extrêmes entre le jour et la nuit était un condenseur d'humidité parfait. Les épaves signifieraient de l'eau. Elle n'allait pas marcher au hasard vers le nord. Elle allait naviguer. Elle allait suivre le courant fantôme. Elle chargea les batteries de ses appareils avec son panneau solaire portable, rassembla son équipement minimal et tourna le dos à la tombe métallique du crabe. Elle fit ses premiers pas sur le fond de l'océan, suivant une rivière qui n'existait plus. Marcher sur le lit asséché de l'Aral était une expérience sensorielle infernale. Chaque pas brisait la croûte de sel d'1 centimètre d'épaisseur avec un craquement sonore qui résonnait dans l'air immobile. C'était le seul son, à part sa propre respiration rauque. L'albédo ou la réflectivité de la surface blanche était presque totale. Malgré ses lunettes de glacier de catégorie 4, ses yeux pleuraient sous l'assaut de la lumière. La chaleur ne venait pas seulement d'en haut, elle irradiait du sol salin, cuisant ses pieds à travers les semelles épaisses de ses bottes. Elle suivait la logique du courant. Le chenal qu'elle avait identifié sur sa tablette n'était pas évident à l'œil nu.
C'était une science subtile de la topographie. Elle devait constamment s'arrêter, s'accroupir et lire les grilles du sol, en gardant les crêtes des mégarides fossilisées à sa gauche, la zone de dépôt limoneux, maintenant une poudre jaune et craquelée, à sa droite. Le chenal était une dépression de moins d'1 mètre de profondeur, mais c'était la seule caractéristique directionnelle dans cet océan de platitude. Elle marcha pendant 6 heures, en s'arrêtant toutes les 30 minutes pour une seule gorgée d'eau chaude de sa gourde. Le paysage était hypnotique et déroutant. Les mirages étaient son plus grand ennemi psychologique. Des silhouettes de navires flottaient à l'horizon, semblant être à seulement 1 kilomètre, pour ensuite se dissoudre en vapeur thermique à mesure qu'elle avançait. Elle devait faire confiance à son compas et à la carte sur sa tablette, pas à ses yeux. Son modèle prédisait un point de convergence, un virage serré dans le chenal où il rencontrait une petite crête de sel dur, une ancienne barre de sable. C'était un piège hydrodynamique classique. Un navire perdant de la puissance dans ce virage aurait été presque certainement poussé sur la barre par le courant. Alors que le soleil commençait sa descente, peignant le sel de teinte bleue et violette spectrale, elle le vit. Cette fois, ce n'était pas un mirage. Une silhouette sombre et anguleuse brisait l'horizon. C'était un chalutier de taille moyenne, peut-être 25 mètres, de la classe Séné. Il était couché sur le flanc tribord, exactement là où elle l'avait prédit, sa coque rouillée pointant vers le ciel comme une supplication. Elle l'atteignit alors que l'obscurité tombait rapidement. Elle le baptisa le Courlis, en hommage à l'oiseau de mer qu'il ne reverrait jamais. L'intérieur était un squelette. Les filets pendaient comme des toiles d'araignées macabres, rigides de sel. La puanteur de l'huile diesel froide et de la rouille était épaisse. Mais l'air était plus frais de 15 degrés. C'était un sanctuaire. Épuisée, elle s'installa dans la timonerie éventrée. Elle mangea la moitié d'une barre de ration, mais elle ne pouvait pas dormir. Elle attendait. La température chuta. Le jour, le désert était un four, la nuit, c'était un congélateur. Le métal de la coque irradiait rapidement sa chaleur dans l'air nocturne sec, devenant glacial au toucher. C'est alors que le miracle se produisit. L'air, même dans le désert le plus sec, contient un minimum d'humidité. Cette humidité, entrant en contact avec le métal glacé à l'intérieur de la coque abritée du vent, se condensa. À l'aube, Élise se déplaça vers le point le plus bas de l'épave, la cale moteur. Là, sous une plaque de plancher tordu, dans une accumulation de graisse moteur solidifiée et de sel, se trouvait une flaque. C'était peut-être 1,5 litre d'eau. Elle était brunâtre, sentait le fer et l'huile. Mais c'était de l'eau. Elle sortit son filtre de survie militaire, plongea le tuyau d'admission et commença à pomper. Le filtre, conçu pour éliminer les bactéries, les protozoaires et les produits chimiques lourds, fit son travail. L'eau qui sortit dans sa bouteille était claire, avec seulement un léger goût métallique. Elle but lentement, profondément. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais goûtée. Sa théorie était validée. Le courant l'avait menée à l'abri. L'abri lui avait donné de l'eau. Elle n'était plus une victime mourante. Elle était une navigatrice. Elle passa la journée à l'intérieur de la coque du Courlis, évitant le pic mortel du soleil de midi. Ce n'était pas du repos, c'était du travail. L'euphorie d'avoir trouvé de l'eau fut rapidement remplacée par une analyse stratégique intensive. Le Courlis n'était pas une destination, c'était un point de données, une preuve de concept vital. Maintenant, elle devait prouver sa théorie à grande échelle. Elle déploya son petit panneau solaire sur le pont rouillé, rechargeant sa tablette et ses batteries. Elle avait la position GPS exacte du Courlis. Elle la rentra dans son modèle paléo-aral. Le logiciel recalibra, affinant ses prédictions. Sa grande thèse, celle que ses collègues de Paris avaient qualifiée de spéculation romantique, était que le cimetière de l'Aral n'était pas seulement une collection de navires abandonnés au hasard là où ils se trouvaient lorsque l'eau avait disparu. C'était faux. La mer ne s'était pas évaporée uniformément comme l'eau dans une assiette. Elle s'était retirée sur des décennies, se concentrant, devenant plus salée, et surtout, continuant à bouger. Les vents dominants, le fetch, et les courants de densité persistaient, même lorsque la mer n'était plus qu'une saumure peu profonde. Ces forces avaient agi comme un berger cosmique. Elle postula que tous les navires, ceux qui étaient opérationnels jusqu'à la fin, ceux qui étaient en panne et à la dérive, et même ceux qui avaient été abandonnés à l'ancre avaient été inévitablement rassemblés. Leurs ancres auraient chassé dans le limon devenu instable, et le vent les aurait poussés. Où iraient-ils? Ils suivraient le chemin de la moindre résistance. Ils seraient poussés hors des hauts fonds devenus des plages de sel et fenolde,
tous, dans les derniers refuges d'eau, les chenaux de fond les plus profonds. Ils ne s'étaient pas échoués un par un. Ils s'étaient échoués en flotte, un troupeau hydrodynamique suivant la même rivière fantôme vers l'oubli. Ils s'étaient immobilisés lorsque leur tirant d'eau avait finalement rencontré le fond du chenal ascendant, ou lorsqu'ils étaient entrés en collision les uns avec les autres dans l'embouteillage final. Si cela était vrai, le courlis n'était qu'un avant-poste. Le chenal qu'elle suivait devait la mener au groupe principal. Elle regarda sa carte. Son objectif ultime était Aralsk, l'ancien grand port kazakh au nord-est. C'était la seule destination logique, le seul endroit où elle pourrait trouver une infrastructure, même abandonnée, ou une route encore utilisée par les ferrailleurs. Pour atteindre Aralsk, elle devait traverser la fosse centrale, le point le plus profond et le plus large de l'ancienne mer. Son modèle montrait que le petit chenal du courlis rejoignait bientôt le courant principal de la fosse nord, l'artère majeure qui était alimentée par le Syrdaria et qui contournait l'obstacle central de l'île de Vozrojdonia. C'était sa route. Elle n'avait plus besoin de chercher des épaves au hasard. Elle avait juste besoin de suivre le courant. Elle traça un itinéraire sur sa tablette, une ligne courbe qui suivait la bathymétrie, sautant d'une anomalie magnétique, qu'elle interprétait comme une épave probable, à une autre. Ce n'était plus une marche de survie. C'était une expédition archéologique, la plus étrange de sa carrière. Elle traversait un océan en utilisant les règles de l'océan, et son but était de trouver l'archipel de rouille qui s'y cachait. Elle quitta le courlis à la tombée de la nuit, préférant marcher dans le froid sec de la nuit plutôt que sous le soleil meurtrier, naviguant à la lumière de la lune qui rendait le désert de sel aussi brillant que de la neige. Après 2 jours de marche, suivant la confluence des chenaux fantômes, elle atteignit le bord de ce qui avait été l'artère principale. Le paysage changea. Le chenal était plus large, plus profond, et les mégarides fossilisés sur ses rives étaient de la taille de petites maisons, preuve de la puissance de l'eau qui coulait autrefois ici. Elle se déplaçait avec plus de confiance, trouvant 2 autres épaves, une petite barge de transport et un autre chalutier exactement là où son modèle les avait prédits, lui permettant de se réapprovisionner en eau condensée. Mais son itinéraire la menait maintenant vers le défi le plus terrifiant de la traversée, l'île de Vozrojdonia, l'île de la Renaissance. Autrefois une petite île isolée au milieu de l'Aral, le retrait de l'eau l'avait transformée en une vaste péninsule reliée au continent sud. Et Vozrojdonia était tristement célèbre. Elle abritait le laboratoire d'armes biologiques le plus grand et le plus secret de l'Union soviétique, Kantoubek. C'était un lieu où des tonnes de spores d'anthrax militarisés, de variole, de peste bubonique et de fièvre Q avaient été produites, testées en plein air, lors de l'effondrement de l'URSS, enterrées à la hâte dans des fosses de boue d'eau de Javel. Des études ultérieures avaient confirmé que les spores d'anthrax étaient toujours viables, attendant simplement d'être libérées par le vent. Élise n'avait aucune intention de s'approcher de cette terre maudite. Mais son modèle hydrodynamique montrait que le courant principal qu'elle suivait se heurtait directement à la masse terrestre de l'île. L'île agissait comme un pilier de pont géant, forçant le courant de fond à se diviser en 2 branches, une branche ouest, rapide et profonde, et une branche est, plus lente, plus large et plus limoneuse. La route la plus directe vers Aralsk passait par la branche est. Mais son expertise en sédimentologie la fit s'arrêter net à la bifurcation. Elle se tenait au point de partage des eaux fantômes. Elle consulta sa tablette, vérifiant non seulement la bathymétrie, mais aussi les modèles de dépôts sédimentaires. Son esprit scientifique fit une connexion terrifiante. Les agents pathogènes militarisés, en particulier les spores, ne restent pas simplement en suspension dans l'eau. Ils se lient par adsorption aux particules de sédiments fins, au limon et à l'argile. Un courant rapide, comme celui de la branche ouest, maintiendrait le fond propre, transportant l'eau et les contaminants légers, rapidement, mais laissant les sédiments lourds derrière. Un courant lent, cependant, comme celui de la branche est, serait une zone de dépôt. C'était là que des décennies de fuite de Kantoubek, entraînées par la pluie dans la mer, se seraient déposées. La branche était une autoroute pour l'eau, mais c'était aussi le dépotoir hydrodynamique de l'île. Cette plaine de limon sec et jaunâtre qu'elle voyait à sa droite n'était probablement pas seulement toxique chimiquement, c'était peut-être le champ de mine biologique le plus concentré de la planète. Les capitaines de l'époque, même sans connaître l'anthrax, auraient su instinctivement que la branche ouest était le chenal de navigation profond et sûr, l'autre était un piège de vases peu profonde. Elle prit sa décision. Elle s'engagea dans le chenal ouest, même si cela ajoutait 50 km à son voyage. Elle marcha pendant une journée entière, l'île interdite étant une silhouette basse et menaçante à sa droite, les structures en béton effondrées de Kantoubek visibles au loin. Elle utilisa sa connaissance des courants non seulement pour trouver la vie,
mais pour éviter activement une mort invisible et patiente, déposée au fond de la mer des décennies auparavant. Elle se sentait observée par les fantômes de la guerre froide, et elle accéléra le pas, s'enfonçant plus profondément dans le désert blanc. Au 5e jour, après avoir contourné l'influence de Vozrojdonia, le paysage changea à nouveau, mais cette fois d'une manière qui glaça le sang d'Élise. Le chenal ouest défini, son guide fiable avec ses rives claires et ses rides de courant, s'évanouit. Il semblait simplement se dissoudre. Elle était entrée dans ce que les cartes bathymétriques appelaient la plaine abyssale nord. C'était le cœur de l'ancienne mer, une étendue vaste et presque parfaitement plate, s'étendant sur près de 100 km. Son modèle de courant devenait diffus sur la tablette. Ici, dans cette vaste étendue d'eau profonde, les courants n'étaient pas canalisés. C'étaient des dérives thermohalines larges, lentes, des mouvements de masse d'eau de la taille d'un continent, sans caractéristiques d'érosion claire. Sa carte avait disparu. Elle se tenait au milieu d'une plaine de sel infini, sans relief, d'un blanc si uniforme qu'il annihilait toute notion de perspective ou de distance. Il n'y avait aucune épave en vue. Elle avait suivi la rivière, mais la rivière s'était dissoute dans un lac stagnant et mort. La panique, qu'elle avait si bien maîtrisée, revint avec une force vicieuse. Elle avait assez d'eau de sa dernière épave pour peut-être 2 jours, si elle était économe. Mais marcher dans quelle direction? N'importe quelle direction pouvait être la mauvaise, l'éloignant des chenaux de navigation qui devaient bien exister quelque part près de la côte nord. Marcher au hasard ici était une condamnation à mort. Elle s'assit sur son sac, forçant son esprit à travailler. Si le courant macro était trop large pour être lu, elle devait chercher des indices micro. Elle cessa de regarder l'horizon et commença à regarder le sol à ses pieds. Elle passa des heures à ramper sur une petite zone, ignorant la chaleur, étudiant la structure même du sel. Elle trouva d'abord des chevrons de sel, des motifs laissés par les vagues de tempête, mais ils étaient orientés dans des directions contradictoires, inutilisables pour la navigation. Elle avait besoin du courant de fond, pas de la météo de surface d'il y a 50 ans. Elle sortit son marteau de géologue de son sac et brisa la croûte de surface dure. En dessous, le sédiment était différent. C'était une argile grisâtre laminée, dure comme de la pierre. Elle regarda attentivement les couches, des varves. Des couches annuelles de dépôt de sédiments. Elles étaient incroyablement fines, mais elles racontaient une histoire. Des couches sombres, matière organique d'hiver, alternant avec des couches claires, carbonate d'été. Et elles n'étaient pas parfaitement horizontales. Elle utilisa son niveau de clinomètre de terrain. Il y avait une pente, un pendage, de moins d'1 degré, mais il était constant. Une pente vers le nord-nord-est. C'était ça. Elle était sur le plancher abyssal, mais même un plancher abyssal a une pente, aussi subtile soit-elle. L'eau dense et salée aurait coulé le long de cette pente, suivant la gravité, comme un drap d'eau incroyablement lent se déplaçant vers le point le plus bas du bassin. Elle ne pouvait pas voir le chenal, mais elle pouvait sentir la pente de la baignoire. Son objectif, Aralsk, était sur la rive ascendante, au nord-est. Elle devait d'abord traverser le point le plus bas. Elle se leva, réorienta sa boussole non pas vers un point de repère, mais pour suivre cette pente invisible, cette topographie millimétrique. Elle recommença à marcher, naviguant non pas à vue, mais en suivant la gravité fantôme d'un océan disparu. C'était l'océanographie à son niveau le plus fondamental. Elle suivait la pente. Elle marcha pendant ce qui lui sembla être une éternité, suivant la pente descendante invisible. La plaine s'étendait sans fin. Elle marcha toute la nuit, sous une lune brillante qui transformait le monde en un négatif photographique argenté. Puis, après presque 20 heures de marche monotone, suivant uniquement son compas et la sensation subtile du terrain, la pente s'annula. Elle était au point le plus bas. La plaine abyssale centrale. Elle se reposa quelques heures, but son avant-dernière ration d'eau, et continua. Maintenant, le terrain devait commencer à remonter. Et s'il remontait, la physique hydrodynamique dictait que l'eau, même en dérive lente, serait forcée de se recanaliser contre le talus continental ascendant. Elle eut raison. Après encore 10 kilomètres, la topographie commença à se réaffirmer. De petites rides apparurent, puis des chenaux d'érosion mineure. Le plancher marin commençait sa longue montée vers la côte kazakh. Et puis, elle les vit. Ce n'était plus le courlis. Ce n'était plus des chalutiers. C'étaient les géants. Ils étaient apparus hors de la brume de chaleur comme une chaîne de montagnes de rouille. Une douzaine, peut-être 15 navires massifs. Des vraquiers, des pétroliers côtiers,
et plusieurs grands navires de transport militaire. Ils gisaient ici, alignés en une file parfaite le long de la courbe du chenal qu'elle venait de retrouver. C'était le piège à navire final. C'était la confirmation absolue de sa théorie. C'était ici que tous les navires à grand tirant d'eau de l'Aral étaient venus mourir, poussés par les tempêtes et les courants dans le dernier chenal profond, pour finalement s'échouer en masse lorsque la mer s'est retirée de cette dernière tranchée. C'était le plus grand cimetière de navires au monde, et elle venait d'y entrer par la porte de derrière. Elle choisit le plus grand, un cargo nommé Academic Berg, un navire de recherche hydrologique ironiquement. Sa masse métallique était si énorme qu'elle créait un véritable microclimat. L'ombre sous sa coque était froide. À l'intérieur, dans les vastes cales sombres, l'eau de condensation coulait littéralement le long des parois. Elle but jusqu'à satiété, une imprudence délicieuse, puis remplit méthodiquement chaque bouteille et poche à eau qu'elle possédait. Elle était sauvée. Elle avait plus d'eau qu'elle ne pouvait en transporter. Dans la cuisine, elle trouva des boîtes de conserve gonflées et rouillées, mais aussi un bocal scellé de sucre cristallisé, qu'elle mangea à la cuillère pour obtenir de l'énergie pure. Mais le véritable trésor se trouvait dans la timonerie. Recouverte d'une couche de sel et de fientes d'oiseaux fossilisés, se trouvait la table à cartes. Et sous une règle en laiton corrodé, maintenue contre la gîte du navire, se trouvait la carte. Ce n'était pas une carte générale. C'était la carte hydrographique soviétique 41B, approche du port d'Aralsk. Elle montrait chaque bouée, chaque profondeur, et surtout, le chenal dragué artificiellement qui menait au port. Elle superposa la vieille carte papier avec ses données GPS. Le chenal dragué par l'homme, il y a 70 ans, avait été creusé exactement sur le chemin du chenal naturel de courant qu'elle avait suivi pendant 5 jours. Elle n'avait plus besoin de deviner. Elle avait une autoroute tracée en rouge, une tranchée artificielle dans le fond marin qui la mènerait directement à la maison. Le dernier tronçon de son voyage fut différent. Ce n'était plus de l'exploration, c'était un trajet. Elle quitta la sécurité du cimetière des géants et s'engagea dans le chenal dragué. C'était désormais une caractéristique physique évidente, une tranchée de 10 mètres de large et de 3 mètres de profondeur coupée dans le fond marin de sel durci, une cicatrice parfaite menant au nord-est. Marcher à l'intérieur était plus facile, la protégeant du vent et concentrant son esprit. La fatigue était immense. Ses jambes étaient lourdes, ses pieds couverts d'ampoules à cause du sel qui avait pénétré ses bottes, mais l'esprit était clair. Chaque pas la rapprochait de l'altère. Le paysage commença à changer radicalement. Le sel pur et blanc laissa place à une boue séchée et craquelée, d'un gris toxique. L'odeur de rouille fut remplacée par quelque chose d'autre, la poussière. Puis, du sable. Elle vit les premières végétations mortes, des buissons de saxaoul desséchés qui avaient tenté de coloniser le nouveau désert avant de succomber au sel. Elle montait. Elle quittait la plaine abyssale et gravissait le talus continental. Elle avait passé 6 jours sous le niveau de la mer anormale. Maintenant, elle remontait vers la surface. Après 7 heures de marche déterminée le long du chenal, elle atteignit ce qui ressemblait à une colline. C'était une ancienne dune littorale, la barre de sable qui avait autrefois protégé le port d'Aralsk des tempêtes venant du large. Elle grimpa la pente sablonneuse, ses bottes glissant, ses poumons brûlants. Elle atteignit le sommet et s'arrêta, à bout de souffle. En dessous d'elle, ce n'était plus la mer Blanche. C'était Aralsk. C'était le rivage oublié. L'image était célèbre, mais la voir en vrai lui coupa le souffle. Une forêt de grues portuaires géantes se dressait sur une falaise de poussière, rouillée et immobile, surplombant non pas un port animé, mais un désert de sable où une douzaine de grands cargos reposaient, inclinés à des angles fatigués. C'était la ligne d'arrivée. C'était la plage, mais une plage séparée de son océan par 150 km de sel mortel. Elle descendit la dune, trébuchant presque, et marcha jusqu'au navire le plus proche, le Volodarsk. Elle posa sa main poussiéreuse sur la coque métallique froide, comme un nageur épuisé touchant enfin le rivage. Elle était sur une terre cartographiée, une zone connue. Elle sortit la balise épirbe de son sac, leva l'antenne et l'activa. Le petit voyant rouge clignota, envoyant son identifiant et sa position GPS au satellite, qui relayerait l'information aux autorités kazakhes. Quelqu'un viendrait. Les ferrailleurs ou les scientifiques travaillant sur les projets de restauration de la petite Aralgue au nord capteraient le signal. Elle s'assit à l'ombre du Léviathan échoué, buvant la dernière de son eau condensée au goût de fer. Elle regarda en arrière vers le sud, vers l'étendue blanche infinie qu'elle venait de conquérir. Elle n'avait pas survécu au désert. Elle avait navigué sur l'océan.
Elle avait lu les courants fantômes, suivi la topographie invisible, et la mer morte l'avait guidée en toute sécurité jusqu'à son propre rivage.